Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Mank, le nouveau film de David Fincher. Mais d'abord, c'est un petit peu mieux comme ça. Alors Mank, c'est l'histoire de Herman J. Mankiewicz, qui est un scénariste hollywoodien des années 30-40. Et pendant le film, on suit le développement de Citizen Kane, qui est un film ultra connu, réalisé par Orson Welles en 1941, si je dis pas de bêtises. Pendant ce film, on suit le développement avec des flashbacks, avec des instants où il écrit les premiers jets du scénario. Bon, déjà, avant de parler du film, je voulais raconter une petite anecdote assez drôle par rapport au film. C'est qu'il y a quelques mois, j'étais tombé justement sur l'histoire de pourquoi le film Citizen Kane a failli ne jamais sortir. Et du coup, je vous la raconte, comme ça vous allez peut-être mieux comprendre, ou pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, ça va peut-être vous donner envie de le voir. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a un mec qui s'appelle William Randolph Hearst, qui était à l'époque un énorme magnat des médias. Il contrôlait à peu près la majorité des médias en fait, et il faut savoir que le film Citizen Kane s'inspire de sa vie. On en parle d'ailleurs dans le film pour ceux qui l'ont vu. Et justement, ce William, il a appris qu'il allait y avoir un film sur sa vie entre guillemets qui allait sortir, et pas très flatteur en plus. Du coup, il s'est dit, je vais totalement saboter la sortie de ce film pour que ce soit le plus gros flop de l'histoire du cinéma. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a engagé des photographes et des détectives privés pour complètement saboter la réputation d'Orson Welles, qui était déjà pas mal à l'époque. Et un jour, il a failli aller tellement loin que le film n'aurait pu jamais sortir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il connaissait l'adresse d'Orson Welles à New York, l'hôtel où il résidait, et il avait pour plan d'envoyer une prostituée et un photographe pour que la prostituée se jette dans les bras d'Orson Welles, que le photographe prenne la photo au bon moment et que Orson Welles, du coup, voilà, ça passe pas trop dans les médias ce genre d'image. Sauf que Orson, il est plutôt malin, il avait été mis au courant qu'il y avait un petit truc qui se tramait contre lui, du coup il a changé d'hôtel au dernier moment et au final le film a pu sortir. N'empêche que malgré tout ça, le film a été un flop, mais total à l'époque où il est sorti, à part en Europe et dans les autres parties du monde où il a plutôt bien marché. Mais n'empêche que Hearst était pas très content et qu'il a quand même réussi à saboter toute la communication américaine du film. Et justement, on en parle dans ce film, surtout de ce qui s'est passé avant. Bon, on va commencer déjà par parler des acteurs parce que j'ai oublié de le faire et puis ils sont incroyables. Déjà, on a Gary Oldman qui joue du coup Mankiewicz. Il avait reçu un Oscar il y a 2 ans pour Les Heures Sombres et du coup là il est un peu dans cette période de fraîchement oscarisé et il commence à avoir des rôles qui pourraient lui permettre en plus de choper une nouvelle nomination, et je pense qu'il va choper une nouvelle nomination avec ce rôle parce qu'il est juste phénoménal. On a d'autres acteurs secondaires après qui apparaissent. On a Amanda Seyfried qui joue Marianne Davis, qui est une grande actrice des années 30-40, qui est aussi phénoménale. Ça m'étonne même pas d'Amanda Seyfried, qui est un peu cette actrice que, voilà, on la voit pas trop dans des gros rôles, mais quand elle apparaît à l'écran, elle arrive à laisser sa trace, et là, dans ce film, elle la laisse. On a aussi Lily Collins, qui apparaît dans ce film, qui joue aussi très bien. On a Charles Dance, qui joue justement Hearst, qui est aussi très bon, même s'il apparaît pas très souvent, il joue quand même très bien. Et puis on a Tom Burke qui joue Orson Welles, qui est plutôt cool d'avoir quelqu'un qui joue Orson Welles. C'est assez drôle parce qu'il lui ressemble vraiment beaucoup, c'est assez perturbant, surtout au niveau de la voix, pour ceux qui ont vu en VO. Là, il a ce timbre de voix d'Orson Welles très grave, très puissant, que j'adore et qu'il arrive très bien à retransmettre dans ce film. Bon, il faut aussi savoir quelque chose sur ce film, c'est que c'est le premier film de Fincher depuis 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il avait plus fait de film, son dernier film c'était Gone Girl, qui était quand même un énorme succès. Quand tu regardes la filmographie de Fincher, il a quasiment jamais fait d'erreur, à part Alien 3, mais bon ça on n'en parlera pas. Mais sinon Fincher c'est quand même un des rares réalisateurs à avoir une filmographie carrément exemplaire. Et ouais, il a plus rien fait depuis Gone Girl. Il avait fait Mindhunter sur Netflix, qui est une série qu'il avait produit, réalisée et écrite. Il avait tout fait, je crois, sur cette série. Et ouais, là, du coup, on a enfin le retour de Fincher derrière la caméra, et ça fait plaisir de le revoir. Donc déjà, au niveau de la réalisation et du scénario, il y a un petit truc dans le film qui se remarque directement, c'est qu'il est vachement méta sur plusieurs sujets. Déjà, il y a des petits trucs que lorsque tu connais un petit peu le passé de David Fincher avec le monde du cinéma, tu te dis, ok, entre lui et Mank, il y a quand même beaucoup de similitudes. Fincher, c'est un mec qui a eu énormément de problèmes avec les studios, comme Mank dans le film. Il aime pas trop les studios, mais il peut pas vraiment vivre sans. Et c'était le cas de Fincher pendant pas mal d'années avant, jusqu'à ce qu'il arrive un peu à s'émanciper. Aujourd'hui avec Netflix, il a quand même trouvé des trucs très sympas. Même au niveau de l'écriture des personnages, on sent que Fincher a pas mal de compassion pour Mank, alors que c'est un mec qui est pas forcément très bien, quoi. C'est un gars qui trompe sa femme, c'est un gars qui est alcoolique, c'est un gars qui est dépressif. C'est pas forcément le mec le plus joyeux de la Terre. Mais justement Fincher, avec la mise en scène et le scénario, arrive à nous faire de la peine pour ce personnage, et arrive à nous le rendre attendrissant. Et on sent justement que Fincher a réussi à trouver en Mank quelqu'un qui lui ressemblait à l'époque. Et encore une fois, dans le côté méta, le film parle de cette époque du cinéma des années 30 hollywoodien, qui était en pleine dépression, en avant-guerre. C'était une période qui était pas super pour les États-Unis. Et justement, on parle souvent dans ce film du cinéma qui va mourir. Beaucoup de gens disent ouais, Hollywood c'est fini, tout le monde va aller en Floride et tout. Enfin, tout le monde pense que le cinéma est déjà mort, alors que bon, c'était les années 30, c'était vraiment que le début. On arrive facilement à retranscrire ça avec la situation d'aujourd'hui où le cinéma
il va pas très bien. Et je trouve qu'on arrive à faire pas mal de similitudes justement entre ces deux époques qui se ressemblent quand même pas mal. Et même le film se la joue méta sur des tout petits détails. Je sais qu'à un moment il y a un personnage qui est un petit peu au bout de sa vie et qui dit ouais toute ma vie j'ai fait que des inserts. Les inserts, c'est filmer quelque chose en très gros plan, souvent pour faire une transition, pour bien montrer, regardez c'est cet objet qui tient dans la main par exemple. Et justement le plan suivant, ce personnage donne à Mank quelque chose, et c'est un truc très important et c'est une chose qui va vraiment changer le destin de ce personnage. Et qu'est-ce qu'il utilise comme plan ? Une insert. Surtout qu'il faut savoir que Fincher porte énormément d'attention aux détails dans ses films, dans ses séries, et donc je pense pas que ce soit un truc qu'il faut laisser au hasard. Même il y a un truc qu'on remarque tout de suite dans le film et qui revient très souvent, c'est qu'il y a l'utilisation de ce petit truc qu'on a au début des scripts avec extérieur, nuit, studio Paramount par exemple. Il y a ça plusieurs fois dans le film pour faire justement des transitions entre les moments passés et les moments présents, ce qui est plutôt intelligent parce que ça évite qu'on se perde au fil du film. Il y a même des espèces de parenthèses avec marqué flashback, ce qui est d'ailleurs très intéressant parce que Citizen Kane était un des premiers films, si ce n'est le premier gros film à utiliser les flashbacks, et c'est plutôt cool. Je trouve que c'est un très beau rappel, un très bel hommage. Sinon au niveau de la mise en scène, j'ai vraiment trouvé ça très impressionnant. J'avais pas vu Fincher faire des trucs aussi beaux depuis The Social Network carrément, donc ça fait ultra plaisir de le revoir aussi bon à la mise en scène. Surtout que je pensais vraiment que The Social Network ça allait être l'apogée de sa carrière, mais il m'a donné tort et ça fait plaisir. On a d'ailleurs le retour de certains effets de mise en scène qu'il utilisait déjà dans ses précédents films, comme des espèces de face à face entre personnages où t'as ce plan large avec les personnages coupés au buste comme ça, l'un du côté droit de l'écran, l'autre du côté gauche, et c'est un truc qu'on revoit pas mal dans les films de Fincher. Je me souviens qu'il y avait énormément ça logiquement dans Mindhunter, mais aussi d'autres éléments de mise en scène comme les points de vue subjectifs, les plans travelling qu'il aime bien faire avec cette espèce de tout petit travelling comme ça, tout avec une grue qui sont super fluides et super propres. Surtout que David Fincher a osé quelque chose que j'ai rarement vu, que je crois que j'ai jamais vu au cinéma ces dernières années, c'est qu'il s'est mis dans l'idée de faire un film des années 30-40 avec du matériel d'aujourd'hui. T'as l'impression de voir un vieux film des années 40, que ce soit au niveau de l'image, au niveau de la lumière, au niveau du son. Et justement, David Fincher n'a pas utilisé une très vieille caméra des années 30, il n'a pas utilisé un vieux micro, des vieux projecteurs. Il a utilisé une toute nouvelle caméra de chez Red, c'est la Monochrome 8K, si je dis pas de bêtises, qui est une caméra 100% noir et blanc. Il faut savoir que c'est la toute première fois qu'elle est utilisée pour une fiction pour le cinéma, du coup. Et le résultat est très convaincant. On a souvent tendance à penser que le noir et blanc, c'est un truc tout con, où t'as juste à désaturer l'image, à foutre un filtre noir et blanc, voilà. Non, en fait, le noir et blanc, c'est très compliqué, il faut savoir gérer les contrastes, les niveaux de gris. C'est un exercice qui est vraiment pas facile, et pour un mec comme Fincher qui arrive à faire un truc ultra propre comme ça avec des contrastes très travaillés, avec des blancs qui ressortent un peu comme des éblouissements comme dans les vieux films des années 40, t'es vraiment immergé dans le film du début à la fin. J'espère qu'on aura d'autres réalisateurs qui tenteront des trucs dans le même style à l'avenir, parce que vraiment c'est plutôt cool de tenter ce genre d'expérience. En plus ça rend plutôt bien l'image, donc ça fait plaisir. Je vais pas trop m'attarder sur le scénario parce que déjà c'est une histoire vraie, donc je vois pas grand chose à dire là-dessus sur l'originalité du truc vu que c'est arrivé. Mais sur le scénario, faut savoir un truc, c'est que ça a été écrit par Jack Fincher au milieu des années 90. Vous l'avez deviné, Jack Fincher, c'est le père de David Fincher, qui d'ailleurs, ce cher David, a voulu réaliser le film juste après The Game en 1997, qui était un énorme succès, donc il s'est dit ok, maintenant que j'ai une bonne réputation, je peux réaliser un film écrit par papa, c'est quand même cool. Il y avait tout qui était déjà prêt, le casting était déjà prêt. Dans le rôle de Mank, ça devait être Kevin Spacey, qui était déjà très en vogue à l'époque. Jodie Foster devait jouer Marion Davis, qui est pas mal aussi. En 98, Fincher trouve 13 millions de dollars pour réaliser le film, mais il y a un petit problème, c'est qu'il avait déjà à l'époque l'idée de réaliser le film en noir et blanc, et les studios et les compagnies de distribution se sont dit je suis pas sûr que ça marche un film en noir et blanc, et ils ont complètement annulé le projet, ce qui est plutôt dommage. En plus de ça, malheureusement, Jack Fincher est décédé en 2003, du coup il n'a pas pu voir le film logiquement réalisé. Jusqu'en 2019, où Netflix décide de donner carte blanche à David Fincher et de pouvoir enfin réaliser son film du coup, avec Gary Oldman, avec Charles Dance, avec Amanda Seyfried, vous connaissez, qui est d'ailleurs la 3e collaboration de Fincher avec Netflix, après House of Cards, après du coup Mindhunter. En tout cas, il a pu sortir aujourd'hui, et c'est plutôt cool de voir des réalisateurs comme ça pouvoir s'exprimer de la sorte, pouvoir sortir des vieux scénarios qui datent quand même, c'est un scénario qui a plus de 20 ans, qui puisse sortir justement sur Netflix. Ça aurait été peut-être un peu mieux qu'il sorte en salle, évidemment. J'espère qu'il aura des petites sorties en salle quand les salles réouvriront. En tout cas, pour l'avenir du film, je pense qu'il est plutôt radieux. Les Oscars, c'est en avril 2021, et il fait partie des gros concurrents, surtout que c'est un film qui parle d'Hollywood. Souvent les films d'Hollywood, ils sont vachement récompensés. On se souvient de La La Land, même s'il a pas reçu
Le meilleur film, je pense que l'une des principales récompenses que j'espère il gagnera, c'est le scénario original. Ça pourrait être très cool parce que d'ailleurs c'est le seul prix qu'avait remporté Citizen Kane à l'époque. Pour terminer avec cette vidéo, je voulais répondre à des questions qu'on avait souvent par rapport à ce film. Est-ce qu'il faut voir Citizen Kane forcément avant pour comprendre pleinement le film? Parce que je pense qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui n'ont pas vu Citizen Kane. Alors déjà de base, regarder Citizen Kane, c'est quand même un des meilleurs films je pense de l'histoire du cinéma. C'est un film qui a été extrêmement novateur sur pas mal de plans, il est encore aujourd'hui très actuel même dans ses sujets. Donc ouais, regardez-le quand même avant Mank ou après Mank, ça fait toujours plaisir, c'est toujours bien pour la culture. Mais au final, on peut quand même très bien apprécier Mank sans avoir vu Citizen Kane. Forcément, on comprend pas la moitié des références du film, même si vous connaissez pas le cinéma des années 30-40, vous arrivez quand même à tenir le coup parce que je trouve que c'est plutôt bien écrit, ça a été écrit par un mec qui est passionné, ça se sent que Jack Fincher était passionné par le sujet. Il connaît des références assez obscures sur le cinéma de cette époque, mais de la manière dont c'est écrit, je trouve que tu t'y perds pas vraiment, parce que moi je connaissais pas forcément la plupart des références. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Mank, le nouveau film de David Fincher qui est sorti sur Netflix. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le parce que c'est un super film, vous allez passer forcément un bon moment avec des très bons acteurs, avec une très bonne mise en scène. Je sais que c'était une critique un petit peu différente de ce qu'on faisait d'habitude, mais je sais pas, j'ai tellement kiffé le film que j'ai pas trouvé grand chose à redire dessus. J'ai plus voulu me concentrer sur des petits aspects anecdotiques, sur des points techniques assez intéressants que je voulais justement vous parler. Et d'ailleurs, si vous savez des trucs que je n'ai pas dit dans cette vidéo, dites-les moi en commentaire, ça pourra être cool pour moi et pour les autres pour pouvoir partager un peu là-dessus. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo et moi je repars pour de nouvelles aventures. Ciao!